Le 17 août 2000, l'Américain Laird Hamilton surfe la vague de sa vie. That's surfing. Like when you really see it like that and it's that sharp and that defined, you know, it's not a game. Cette vague, baptisée la vague du millénaire, fait le tour du monde. Elle bluffe les amateurs de surf et repousse les limites de la discipline. It was the most impactful wave that any of us had ever seen. L'image fait aussi connaître le petit village de Teahupo, là où la vague déroule. Ça s'appelle un spot et 24 ans plus tard, c'est celui des Jeux Olympiques de Paris. Pourtant, cette vague n'aurait jamais dû être surfée. Pendant des années, ceux qui s'y sont aventurés se sont blessés, estropiés et même tués. Alors comment Hamilton a-t-il surfé l'insurfable? Et comment ce 17 août 2000 a-t-il changé le surf à tout jamais? En surf, il y a principalement deux choses qui définissent la qualité d'une vague: sa taille et sa forme. De tout temps, les surfeurs ont cherché à dompter les plus hautes vagues. Mais le rêve ultime, c'est de surfer un énorme tube, une vague très technique qui enveloppe le surfeur et le connecte aux éléments. Le principal obstacle à ce rêve, c'est la vitesse. Car plus la vague est haute, plus elle est rapide, et donc difficile à attraper à la force des bras. Un moyen pour aller plus vite, c'est d'adapter la planche. Dans les années 50, certains la font plus longue et plus volumineuse pour augmenter la flottaison et ramer plus vite dans des vagues plus grosses. Ça fonctionne plutôt bien, mais cette solution engendre un nouveau problème. Une fois dans la vague, ces grandes planches sont difficiles à manœuvrer. Or, pour surfer des tubes, il faut une planche très maniable. Those big long boards that were meant for gliding in, suddenly faced with the pipeline curl, they were too big, they were too heavy. That's why the wave was considered impossible to ride. Dans les années 90, une bande de casse-cou cherche à résoudre cette équation. À leur tête, Laird Hamilton. Un jour de l'été 92, il a une révélation. We were playing the boat in the summer and we were being towed by a Zodiac and I let go and then I rode the wave and then I had a revelation, I had an epiphany that if we could use the boat to tow us into bigger waves, that we would be able to do things that we had never been able to do. Tracté par un bateau ou un jet ski, la vitesse n'est plus un problème. Hamilton peut donc adapter la planche pour plus de maniabilité. Il la fait plus courte, plus lourde pour coller à la vague et attache ses pieds, ce qui lui donne l'aisance nécessaire pour s'attaquer à des énormes tubes. Hamilton popularise cette technique à Hawaï, sur un spot baptisé Jaws, la mâchoire, en hommage au titre original des Dents de la Mer. Il en fait sa marque de fabrique, mais à la fin des années 90, il cherche un nouveau décor pour ses exploits. Teahupo a plusieurs avantages. Déjà, le cadre est paradisiaque. Ensuite, sous la surface, le récif forme une pente particulièrement raide. En s'y heurtant, l'océan forme un tube presque parfait. Enfin, les plus grosses vagues de ce spot n'ont pas encore été explorées. Moins d'1 mètre sous l'eau se trouve le récif et son corail acéré. De nombreux surfeurs s'y sont déjà blessés et en 2000, un d'entre eux y a laissé la vie. Alors dès que les vagues sont jugées trop grandes, même les plus expérimentés n'osent pas s'y aventurer. C'est ce potentiel que Hamilton pense pouvoir exploiter. Il achète un jet ski pour la vitesse et s'équipe de sa petite planche parfaite pour les tubes. Il réalise quelques belles sessions dans des vagues de taille raisonnable, mais alors que son séjour touche à sa fin, tout va changer. En Antarctique, une tempête particulièrement violente agite l'océan et génère des houles d'une rare intensité.
regarder sur internet pour savoir exactement quand les vagues arrivaient, c'était beaucoup moins précis qu'aujourd'hui. Donc on savait que ce jour-là, on allait avoir 2 fois plus gros que ce qu'on avait déjà eu. En traversant l'océan, la houle se renforce. Elle fonce sur Teahupo'o sans rencontrer le moindre obstacle. The Tahitians were like, yeah, it's going to be too big for Teahupo'o. We have another wave that we go to. Let's go there. And I was like, yeah, no. On avait vraiment l'impression que c'était un mur d'eau qui nous arrivait dessus, quoi. On a vraiment senti cette vague qui était beaucoup plus grosse que les autres. Au contact du récif, cette houle se transforme en énorme tube. Lancé à pleine vitesse, l'air d'Hamilton a rendez-vous avec son destin. J'ai attrapé mon boîtier et j'ai vu qu'il me restait que 15 photos. Au début, j'ai pris que quelques photos doucement. Et puis après, à un moment donné, j'ai gardé mon doigt appuyé. It was an emotional experience for me because it was something that, as a child, you know, I had dreamed of doing some things, and that was one of the things that I had dreamed of. We say you only see that stuff in cartoons. You know, now it was a real thing. What that wave did is completely change the perception of what was a rideable wave. People started looking at all these other waves around the world and thinking, hey, wait a minute, maybe those waves are rideable. So it had a tremendous impact on surfing culture. Grâce au jet ski, Hamilton surfe Teahupo'o comme personne auparavant. Ce n'est pas la plus haute vague du monde, mais sa masse et sa forme presque parfaite en font un nouveau standard. Aux 4 coins du monde, des nouveaux spots sont découverts et les limites du surf sont constamment repoussées. Il y a eu des vagues allant jusqu'à 30 mètres de haut et un surfeur s'y est risqué. Now here's something that you just have to see to believe. You gotta see this. Mais pour certains, être aidé d'un jet ski, c'est trop facile. That almost was disappointing to them because they still looked at big wave surfing as being this Homeric battle between man and the sea. Certains athlètes mettent le jet ski de côté et s'en servent surtout pour se faire récupérer en cas de chute. D'autres équipements leur permettent aussi de prendre plus de risques, comme ces vestes gonflables. Poussés par leur recherche de performance, ils finissent par surfer à la force des bras, ce qu'ils avaient longtemps considéré comme insurfable. Ce n'est donc pas un hasard si la France a choisi ce spot pour les Jeux Olympiques. Cette fois, pas de jet ski, mais l'exploit de l'air d'Hamilton planera sur toutes les épreuves. Ce fameux jour de l'été 2000, tout s'était aligné. Le récif et une houle parfaitement orientée avaient formé cette énorme vague. Et sur la planche, tracté par un jet ski, un surfeur un peu téméraire avait osé montrer le chemin. Pour la plupart des gens, en France, le ping-pong, c'est ça. Let's go, première tournante. Un jeu auquel on joue dans son jardin, à côté du barbecue, ou dans son garage le samedi soir, quand on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Vous voulez que je fasse du ping-pong? Ouais. Une activité de merde, mais on va se faire chier. Je pense que souvent les gens se disent que c'est un sport pas physique, un sport un peu camping. Eux, c'est Félix et Alexis Lebrun, les 2 prodiges français du tennis de table, classés parmi les meilleurs joueurs au monde. Et même eux, lorsqu'on les invite dans les médias, le ping-pong, c'est encore ça. Avec eux, vas-y tout le monde. Mais ça n'est pas le cas partout. Il existe un pays où le ping-pong est une affaire très très sérieuse. La Chine. En Chine, les meilleurs joueurs sont d'immenses stars que les plus grandes marques s'arrachent. Et les matchs sont des événements. C'est vraiment une autre dimension. C'est vraiment un peu comme le foot ici, quoi. 中国人不但是喜欢乒乓球，而且对乒乓球有着
非常的自信。 La Chine a donc fait de ce sport son précaré. Une histoire d'autant plus incroyable quand on sait qu'au départ, le ping-pong n'a rien à voir avec la Chine. C'est en Grande-Bretagne, à des milliers de kilomètres, que le jeu est inventé à la fin du 19e siècle. Les bourgeois anglais doivent s'acheter ce genre de boîte pour jouer au ping-pong. Le filet s'installe directement sur la table, après le repas. Et au départ, le sport intéresse peu les Chinois. Dans les années 30, la Chine cherche son identité culturelle et donc il y a ce journal de Shanghai qui demande à ses lecteurs d'élire quel doit devenir le sport national de la Chine. C'est le football qui ressort. Le tennis de table est classé très très loin. Mais tout va changer grâce à cet homme, Zhang Guochuan. En 1959, à la surprise générale, il remporte les championnats du monde en Allemagne. Et quand les dirigeants chinois reçoivent la nouvelle, ils n'en reviennent pas. Car Zhang Guochuan est le premier champion du monde chinois de l'histoire, toutes disciplines confondues. Et sa victoire arrive à un moment opportun. Mao fête les 10 ans de son régime. Mais à ce moment-là, la Chine va mal. Le régime communiste a collectivisé les terres et les conséquences sont désastreuses. En à peine 4 ans, une famine cause la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes. Le pays est aussi très isolé. La Chine est alors divisée entre d'un côté le régime communiste et de l'autre les nationalistes, réfugiés à Taïwan. Ce sont ces derniers que les Occidentaux considèrent être les représentants légitimes de la Chine. Et cette situation a des répercussions dans le sport. La Chine communiste boycotte les compétitions qui accueillent Taïwan, comme les Jeux Olympiques, dont elle est absente pendant plus de 20 ans. Alors quand le jeune Zhang Guochuan arrive à l'aéroport après sa victoire, les dirigeants chinois y voient une opportunité historique. Son histoire va être présentée comme une réussite de l'individu qui a réussi à se révolutionnariser et à devenir un bon citoyen socialiste. Le régime chinois décide alors de faire du tennis de table une priorité. Sa promotion est organisée sur tout le territoire. Des chaînes de production de balles et de raquettes sont lancées pour répondre aux besoins urgents de matériel. Car les Chinois ne veulent pas simplement jouer au ping-pong, ils veulent être les meilleurs, et rapidement. Et tout ça pour une bonne raison. La prochaine édition des championnats du monde vient de leur être confiée. Il y a une volonté de briller à Pékin devant la population chinoise et de perpétuer ce prestige qui est devenu pas seulement un prestige sportif, mais un véritable prestige national. Avant la victoire de Zhang Guochuan, en 33 ans, aucun joueur chinois n'avait remporté de compétition internationale. Mais 2 ans après sa victoire surprise, sur le podium à Pékin, on ne retrouve que des Chinois. Et pour la première fois, une joueuse chinoise remporte aussi la compétition mondiale chez les femmes. Devenu sport national, le ping-pong devient même un argument international pour la Chine. Ces joueurs sont envoyés à l'étranger pour diffuser une image positive du pays. Et en 1971, cette poignée de main entre un joueur chinois et américain fait la une des journaux. La Chine invite alors officiellement l'équipe américaine. Une première depuis 1949. Les discussions politiques reprennent entre les deux pays. On parle alors de diplomatie du ping-pong. Depuis la victoire de 1959, la Chine est quasiment tout le temps championne du monde, que ce soit dans la catégorie hommes, chez les femmes, en par équipe hommes et en par équipe femmes. À partir de 1980, la Chine participe de nouveau aux Jeux Olympiques. Et voilà le résultat. Ils ont un budget qui est, je dirais, quasiment illimité. Ils ont plus de moyens, plus d'entraîneurs. De très bons joueurs dès le départ, qui s'entraînent tous ensemble, donc ça crée un engouement et un niveau de jeu assez exceptionnel. En fait, pour expliquer simplement cette suprématie, on peut utiliser 2 mots, quantité et qualité. D'abord, il y a l'effet de masse. Un pays fortement peuplé qui a réussi à inciter une grande partie de sa population à jouer au ping-pong, et ça, dès le plus jeune âge.
乒乓球这个项目就是说，它能够锻炼身体，而且能够锻炼大脑。乒乓球的话有很好的一个作用，它可以预防近视眼。中国的家长他非常愿意让自己的孩子去打那个乒乓球。Dans les années 80, la Chine met en place la politique de l'enfant unique. D'après des chercheurs, les parents privilégient alors des activités peu dangereuses pour leur seul enfant. Le ping-pong, réputé bon pour la santé, est plébiscité. Par ailleurs, faire du sport, et en particulier du ping-pong, est aussi valorisé dans les cursus scolaires et peut permettre d'intégrer une meilleure école ou de bonnes universités. Mais être nombreux à jouer ne suffit pas à expliquer cette domination. L'autre raison, c'est que les Chinois ont aussi mis en place des conditions d'entraînement et une sélection extrêmement rigoureuse. Dès l'âge de 6 ans, des milliers de jeunes intègrent des centres de formation où ils passent près de 3 heures par jour à s'entraîner, et ce jusqu'à 6 jours sur 7. Eux, ils ont une méthode d'entraînement qui est basée sur la répétition technique et sur une sorte de meilleure technique possible. 可以说这些孩子经过2到3年的练习以后，他们的技术动作几乎可以做到跟教科书一模一样。 Des conditions d'entraînement parfois brutales. En 2019, la vidéo d'une petite fille de 6 ans en pleurs pendant ses entraînements avait été visionnée des millions de fois. Mais les médias chinois l'avaient présentée comme un exemple inspirant. D'après les spécialistes, la Chine disposerait aujourd'hui d'environ 4000 joueurs professionnels de ping-pong. C'est près de 30 fois plus que la France. Et pour cultiver son avance, la Chine investit aussi le terrain de la recherche scientifique. Ils sont désormais à la pointe de la collecte et de l'analyse des données. Ils ont des datas et des choses sur nous que nous, on n'a pas sur eux. Pendant la compétition, il y a des gens qui viennent, qui posent une caméra et qui analysent les matchs des autres joueurs. C'est, je pense, vachement utile et c'est quelque chose qu'on est en train de développer, que ce soit nous, que ce soit l'équipe de France et même, je pense, les Européens en général. Malgré toute cette avance, les Chinois ne sont pas invincibles. En avril 2023, Alexis Lebrun a réalisé l'exploit de battre le numéro 1 mondial. Alexis Lebrun does it with an edge ball! J'étais persuadé au fond de moi que j'allais vraiment le gêner et que j'avais mes chances. J'ai plein de services, déjà c'est un peu une de mes particularités. J'ai mon service un peu signature qui est le service essuie-glace, donc où je sers comme ça. It's your serve, you've been waiting for it. It's the lollipop. Nous, en tout cas, dans notre façon de voir la chose, c'est justement de pas du tout les copier. On ne pourra pas les copier avec une meilleure qualité, mais par contre, on peut faire différemment et faire mieux. Essayer vraiment de toujours surprendre l'adversaire pour essayer de les déstabiliser et les battre. À la veille des Jeux Olympiques, les Chinois restent plus que jamais les grands favoris, à moins qu'Alexis et Félix ne viennent bousculer l'ordre des choses. C'est l'histoire d'un mouvement de break réputé impossible. C'est le mouvement le plus dangereux. Personne n'y arrive. There's quite a way to go before somebody unlocks it. Le break est né dans les années 70, à New York, dans la vague du mouvement hip-hop. Rapidement, cette danse s'est diffusée aux 4 coins du monde. Et 50 ans plus tard, breaking confirmed for Paris 2024. Au fil des années, les breakers n'ont cessé de diversifier cette danse et d'en repousser les limites. Mais il y a un mouvement sur lequel ils se cassent les dents. C'est la double vrille. Rentrer la double vrille, c'est le Saint Graal. Celui qui y arrive, il a retiré l'épée du socle, là, quoi, il a réussi. You'll forever be remembered and immortalized. It's like Usain Bolt, you're the fastest man on the planet. Why people still can't make it? You can end your b-boy career with this move. People are still questioning, is it possible or not? Yeah, I've seen a few people practice it actively. 对，就会有一种使命感。Bon, je vous explique. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du break. Oui, c'est moi là sur la vidéo. J'avais un petit niveau, mais pas ouf non plus.
En fait, le plus souvent, j'étais derrière la caméra pour filmer les meilleurs. Cette histoire de double vrille, j'en avais parfois entendu parler, mais pas très sérieusement, genre comme d'un truc impossible. Et puis, il y a à peu près 2 ans, je suis tombé sur cette vidéo. What's up everybody, it's me Lil Amok. I'm gonna give $10,000 to the person who's gonna do the first double air flare. Et là, aux 4 coins du monde, des danseurs relèvent le défi. Une grande marque se saisit ensuite du challenge et invite les prétendants à s'affronter lors d'une compétition à Paris quelques mois plus tard. Je commence à prendre cette histoire un peu plus au sérieux. Can you hear us? Yes. J'ai voulu en savoir plus. Where are you? We are in Nepal. I just wanted to give it a try, you know. It's not easy. It's not easy, you know. You have to prepare yourself. Okay, I'm gonna do it. That move scares me. I still feel it's possible. Alors jusqu'ici, aucun d'entre eux n'avait réussi. Mais tous me disent s'inspirer d'une personne en particulier. The first person I saw try it was videos of Punisher. Punisher, c'est un peu une légende dans le milieu. Et il se trouve qu'il vit en France, dans les Alpes, à Bonneville. Salut, moi c'est Pierre. On me connaît dans le monde du break sous le nom de B-Boy Punisher. Ça fait plus de 20 ans que je danse. En 2007, il est le premier à réaliser un mouvement que tout le monde pensait impossible, la vrille un bras. Il se lance alors un défi encore plus gros, la double vrille. Et il y avait déjà des résultats concluants. Je me suis dit c'est bon, je vais la faire très bientôt. Et ça s'est pas passé comme prévu. Bon, ça va un peu vite. Alors regardez, pour bien comprendre, on vous a recréé une double vrille en 3D. Alors voilà, d'abord le danseur doit s'expulser du sol sur un bras, faire une rotation et demie en l'air, se rattraper sur une main et enchaîner sur un autre mouvement. Techniquement, c'est largement réalisable. Par contre, pour atteindre la technique, c'est très dangereux. Très concrètement, c'est quoi les risques en fait? Tu peux t'éteindre, hein. Je pense que tu peux te faire le coup du lapin. Si tu ratterris mal, l'épaule elle peut sortir. Tu peux ratterrir sur la tête. Je l'ai vécu une fois, hein. J'ai cru que j'étais paralysé. Et après ça, je me suis dit, bon, j'ai des enfants, pour eux, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, les nouveaux aspirants, ils ont un peu les mêmes appréhensions. Die. En fait, si personne n'y arrive, c'est peut-être parce qu'ils ont tous, très vite, arrêté d'essayer. We actually practice for just 1 month. Just 2 weeks or something like that. I stopped training this for a long time. एक move से मेरा career भी खराब हो सकता है ना. C'est pas raisonnable. Voilà, mon enquête arrivait dans une impasse, mouvement beaucoup trop dangereux, fin de l'histoire. Non, en fait, avant de partir de chez Punisher, je lui ai posé une dernière question. Il n'y a vraiment personne selon toi qui pourrait y arriver? Il y a Monkey King, je pense, qui est le plus près de le faire. Franchement, Monkey King, il pourrait y arriver. Hein. Il a vraiment toutes les cartes en main pour le faire. Attendez, Monkey King, il me semble que je l'ai vu dans mes recherches. Allez, je l'appelle. Punisher said that you are the closest to achieve double air flare. Wow. Monkey King vient de Taïwan, et comme il ne parle pas très bien anglais, son ami Oni nous aide pour la traduction. Actually, he haven't really seriously practiced double air flare. Bon, et pour vous résumer rapidement notre conversation, lui aussi m'explique qu'il a peur de se blesser. Mais je sens que l'idée d'y arriver un jour lui trotte quand même dans la tête. Bye. Merci beaucoup. Et mon intuition se confirme, beaucoup plus vite que je ne le pensais. À peine quelques heures plus tard, il s'affiche de retour à l'entraînement. Alors, on a décidé d'aller voir ça de plus près. Monkey King, il a 28 ans. Son nom vient d'une légende chinoise qui a inspiré Dragon Ball Z, et ça fait 15 ans qu'il danse. Mais pendant des années, ça a été dur de décoller. 我们下一餐都不知道在哪里，那时候很困难，因为那时候是只抱持着一昧的热血，一股脑的干就对了。
Et ça finit par payer. En 2019, il explose sur la scène mondiale avec des variantes de vrille un bras encore jamais vues. Mais 随着 one hand 的这个练习量增加了之后，突然觉得抛2圈，我觉得我好像能办得到，对，就会有一种使命感。我觉得这招好像就是除了我以外，或许没有人能做得起来。Bon, c'est pas encore ça. Pour accomplir cette mission, Monkey King est accompagné de Shaolin, son préparateur physique. Et à eux deux, ils ont identifié 3 principaux problèmes à résoudre. 第一个难点，下半身的高度如何变这样 If you twist like this, you will fall down faster. En fait, c'est la gravité qui s'exerce. Donc ce qu'il faudrait, c'est que son corps soit un peu plus à la verticale. Not too much, you know. Otherwise you are like this and there's no more air flare. It's really small edge. 第二个，我的右脚。Regardez au ralenti. Là, sa jambe droite est en retard et ça le déséquilibre. This problem, we try to fix it with exercises. We make his core stronger and his legs stronger to be able to hold the rotation, you know? 第三个问题，心理的状态。For this, we did visualizing and meditation. From the jumping in the air, the rotation, now come the landing. We do this every day. Sauf que, encore une fois, ça ne se passe pas comme prévu. À force de s'entraîner, les pépins physiques s'enchaînent. Et puis d'autres danseurs se sont sérieusement remis à l'entraînement. Il y a notamment Célil, originaire du Laos. On lui avait aussi parlé au début de cette vidéo. Yeah, I still feel it's possible. Et malgré plusieurs blessures, il compte lui aussi tenter sa chance à Paris. En les voyant prendre tous ces risques, je m'interroge. Est-ce que tout ça vaut vraiment le coup? Même pour 10 000 $? Quelque part, ça reste encore assez pur parce que, clairement, financièrement, tu fais rien. There's no financial reward to breaking. Most people don't think they're going to make a career out of it. People who are chasing double air flares, it's like a personal achievement to unlock the impossible. 我牵动的是逐梦者整个上上下下把我推向这个舞台，必须得行。Salut Punisher, je suis avec The Man, Monkey King. Ah shit, nice to meet you, man. I will try to explain you. Trying to go here and then go up. If he catch this, I think it's game over. Oh. Thank you. Monkey King said that when he was little, you are his idol. You can do it, man. Ça y est, c'est le grand jour. Je suis en route, je suis un peu en retard. Mais je suis un peu inquiet pour Monkey King. Je viens de voir ses stories et il a pas l'air au top de sa forme. 要去红牛的选手训练中心，然后我的韧带就撕裂就受伤了，暂停了一阵子。对，所以我也不知道会变怎么样，但是我会全力以赴，因为这一招目前全世界没有人能做到。Make some noise! Finalement, ils sont 3 à avoir fait le déplacement pour relever le défi. These guys put blood, sweat and tears in everything they did. If somebody do it, we are all witnessing history. Mais avant même le coup d'envoi, le Brésilien Bart annonce qu'il vient de se blesser et qu'il abandonne. Ce sera donc un face-à-face. Monkey King, Célil, are you guys ready? Yes! Et c'est Monkey King qui entre en premier dans le cercle. Tout le monde retient sa respiration. Ah non, il ne tente même pas. Célil s'avance à son tour. Il se lance. Sans succès. Cette fois-ci, Monkey King a l'air décidé. Allez, c'est maintenant. Il se lance, vrille. Ouah, c'est incroyable. Il a réussi. Et voilà, la toute première double vrille de l'histoire.
Mais Célil vient casser l'ambiance. Ce geste, c'est pour signaler que Monkey King a atterri sur l'avant-bras, et pas sur la main. La double vrille complète, finie, validée, c'est tu fais ça, t'atterris sur les mains, tu repars vrille. Ce jour-là, ni l'un ni l'autre ne réussissent à atterrir sur la main. Monkey King finit même par se blesser, à nouveau, lors d'une ultime tentative. Mais sa performance n'en reste pas moins exceptionnelle. C'est littéralement du jamais vu. Make some noise for Monkey King from Taiwan! 所以当我那天做出来的时候，我觉得哇，我不是一个人在拼，我的身后所有的 breaker。今年如果我伤好，应该没问题，应该有办法能办，应该有办法。I'm not gonna stop it, no. I'm gonna rest too and work on my core muscles to make it happen. You know, I think someone's gonna unlock it, and then I expect everyone else unlocks it. You break one border, everybody gonna follow you through this border. Moi, c'est ça que ça m'a appris le break. Il n'y a rien qui est impossible. Tu peux tout faire, tu peux tout apprendre et littéralement, il n'y a rien qui est impossible. Ça, c'est le podium du 800 mètres aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. La Sud-Africaine Caster Semenya, la Kenyane Margaret Wambui et la Burundaise Francine Niyonsaba. 8 ans plus tard, aucune de ces 3 athlètes n'a le droit de courir le 800 mètres aux JO de Paris 2024. Pourquoi ces interdictions? Parce que ces athlètes ont un taux de testostérone trop élevé. Et la Fédération internationale d'athlétisme considère qu'elles ne peuvent pas concourir dans la catégorie femmes. Pourtant, ce sont des femmes, personnellement, socialement et administrativement. Alors, pourquoi ne peuvent-elles pas participer? À quel point faut-il prouver qu'on est une femme pour courir aux JO? En cherchant d'où viennent ces restrictions, j'ai découvert que dans l'histoire du sport, le contrôle des corps des athlètes a pu aller très loin, comme à Budapest en 1966. Toutes les femmes qui veulent participer à ces championnats d'Europe de Budapest doivent se présenter nues devant 3 médecins experts gynécologues et montrer leurs organes génitaux. Elle, c'est Anaïs Boyon, historienne et sociologue du sport, du genre et du corps. C'est d'une violence inouïe. Alors comment en est-on arrivé là? Revenons quelques années plus tôt. À sa création, la catégorie femmes repose sur un principe simple. Les femmes n'ont pas le niveau pour courir avec les hommes. Et c'était un principe assez réaliste, puisque les femmes ont eu beaucoup de retard dans leur accession aux compétitions sportives. Aux Jeux Olympiques de 1928, soit 30 ans après les hommes, le grand public découvre pour la première fois des sportifs de haut niveau sur les pistes d'athlétisme. Et là, tout se complique. Donc on voit des femmes très robustes, très puissantes, très musculeuses, très rapides, très grandes. Et la question va se poser de est-ce que ce sont des vraies femmes? Les organisateurs ont peur que des hommes se fassent passer pour des femmes et remportent les compétitions sportives. Et donc ils vont tenter de définir ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir. C'est le début des tests de féminité. À partir de 1946, les concurrentes doivent fournir un certificat de féminité. Et dans certaines compétitions, les organisations internationales pratiquent elles-mêmes des examens, parfois très intrusifs, comme à Budapest en 1966. Elles ont clairement un contrôle gynécologique. Qualifiée de parade nue, cette intrusion dans l'intimité des athlètes fait scandale. Et à partir de 1967, l'inspection des organes génitaux est réservée aux cas dits suspects. Les instances sportives se tournent alors vers un autre critère, jugé moins invasif. Le CIO a décidé d'utiliser cette année des tests génétiques pour contrôler la féminité de certaines sportives de haut niveau. L'idée est simple. En théorie, dans les cellules du corps humain, la 23e paire de chromosomes détermine le sexe biologique. Une personne avec 2 chromosomes X est dite de sexe féminin, une personne avec un chromosome X et un Y de sexe masculin. Ça, c'est la théorie. En pratique, le sexe chromosomique ne suffit pas à définir si l'on est une femme, en particulier dans 2 cas. D'une part, il existe des personnes intersexes, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas l'ensemble des critères médicaux qui distinguent les corps masculins et féminins. Les cas de figure sont très nombreux. Il peut s'agir de chromosomes sexuels inhabituels, par exemple 2 chromosomes X et un Y, ou bien un X tout seul.
Autrement, cela peut aussi être une variation du développement des organes sexuels. Par exemple, des personnes qui ont un ovaire et un testicule. Cela peut aussi être un trouble de la synthèse des hormones sexuelles, telles que la testostérone ou l'œstrogène, ou encore une sensibilité différente à ces hormones. Par exemple, des personnes qui sont insensibles à la testostérone. Et ces variations ne sont pas rares. Elles concernent 1 à 2% des nouveau-nés. Certaines sont évidentes dès la naissance, mais d'autres passent inaperçues et peuvent être découvertes au hasard d'un test de féminité. Parallèlement au cas des intersexes, il y a les femmes transgenres. Elles sont déclarées de sexe masculin à la naissance, mais s'identifient au genre féminin. Si elles le souhaitent, elles peuvent faire une transition de genre, changer leur papier d'identité et suivre des traitements pour féminiser leur corps. C'est le parcours qu'a suivi l'athlète française Alba Diouf et Ava Toledano, ancienne kayakiste de haut niveau. Bref, les tests génétiques ne permettent pas de déterminer avec certitude si une personne est de genre féminin. Et ils sont très critiqués. Aujourd'hui, le Comité national d'éthique et le Conseil de l'ordre des médecins ont rappelé officiellement qu'ils étaient opposés à ce genre de test. Ils sont progressivement abandonnés au cours des années 90, jusqu'au jour où... C'est une drôle de question qui agite le petit monde de l'athlétisme depuis hier soir. En 2009, les performances de Caster Semenya relancent le débat. La jeune sud-africaine Caster Semenya, 19 ans, fait moins fille que les autres. On découvre que l'athlète est intersexe. Et aux yeux de la Fédération internationale d'athlétisme, sa participation aux compétitions féminines menace l'équité. Alors à partir de 2011, elle instaure une définition de la catégorie féminine qui s'appuie sur le taux de testostérone. Et en 2023, elle durcit son règlement avec 2 restrictions. Les sportives intersexes doivent avoir un taux de testostérone naturel inférieur à 2,5 nanomol par litre de sang sur une période d'au moins 2 ans. Quant aux femmes transgenres, that transgender athletes should not be competing in the female category. Elles sont exclues des compétitions féminines. Les fédérations internationales, et ça a été le cas de la fédération d'athlétisme, elles vont s'attirer beaucoup moins de foudre en disant « bon allez, on sort toutes les femmes trans » que en commençant à mettre les pieds dans le plat. Mais revenons à l'inclusion des femmes intersexes dans la catégorie féminine. Pourquoi choisir d'imposer un seuil de testostérone? Ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que le rôle de cette hormone chez les humains est très complexe. C'est une des nombreuses hormones impliquées dans le développement des caractéristiques sexuelles masculines. Après la puberté, elle est sécrétée en plus grande quantité par les hommes que par les femmes. Pour la fédération d'athlétisme, elle est le critère idéal. La testostérone serait à l'origine des avantages physiques dont bénéficient les athlètes masculins et suffirait à expliquer la différence considérable entre les sexes en termes de performance sportive. Sauf que ces critères suscitent de nombreuses critiques. Tout d'abord, il n'y a pas de consensus scientifique sur l'effet de la testostérone naturelle sur les performances. Dans ce livre, qui étudie l'ensemble de la littérature scientifique autour de la testostérone, la confusion est bien résumée. La variation artificielle du taux de testostérone chez une athlète peut affecter ses propres performances, mais cela ne signifie pas pour autant que le taux de testostérone naturel est le responsable des différences de performance entre les athlètes. We are just natural. We did not dope. Ensuite, le règlement de 2023 ne semble pas introduire plus d'équité. Les performances des athlètes intersexes sont comparables à celles des autres femmes, et aucune n'a battu le record du monde féminin dans sa discipline. En l'état actuel des résultats, leur participation ne semble donc pas remettre en question l'équité au sein de la catégorie féminine. Par contre, pour être autorisées à concourir, certaines athlètes intersexes seront obligées de prendre des traitements pour maintenir leur taux de testostérone en dessous du seuil imposé. 2.5 nanomoles per litre. Ce qui peut avoir de graves conséquences pour leur santé. Dépression, fatigue, ostéoporose, faiblesse musculaire, ce qui pour le coup peut créer une inéquité. Enfin, ce règlement met en place des inégalités de traitement. Il exclut les femmes transgenres quel que soit leur taux de testostérone. La tendance qu'on voit, c'est qu'une femme trans qui a un traitement hormonal de substitution depuis un certain temps, encore une fois ça dépend du traitement hormonal, on a des taux de testostérone qui sont en dessous, voire bien en dessous de la moyenne des femmes cis. Et le règlement vise également les femmes qui ont une variation du développement sexuel répertoriée dans cette liste. Toutes les autres athlètes ont le droit de concourir, même si leurs conditions entraînent un taux de testostérone sanguin supérieur au taux habituellement rencontré chez la femme. L'ONU a alerté la fédération sur les effets de ces critères qui légitiment la surveillance de toutes les athlètes sur la base de stéréotypes liés à la féminité et expose notamment certaines femmes
a des conséquences bien plus graves que l'impossibilité de concourir. C'est ouvrir la porte à plus de discrimination. Comme le sport est censé être universel, on peut remettre leur place en question dans toute la société de manière générale. Malgré tout cela, pour les Jeux Olympiques de Paris, le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme reste en vigueur pour les athlètes souhaitant courir dans la catégorie féminine. Je pense que la problématique, c'est pas les femmes trans, c'est pas les femmes inter, c'est la domination masculine qui s'opère et qui continue à s'opérer dans l'histoire du sport, dans l'accès des femmes au sport et qui est encore très très actuelle et contemporaine.